Et donc, il va vous parler des avatars de bloc opératoire, la télétransportation du bloc opératoire. On va encore avoir effet de la réalité virtuelle et augmentée et des casques de réalité immersive. Merci Patrick. Bonjour. D'abord, je suis très intéressé de revenir parce qu'il y a de bonnes discussions. Effectivement, c'est pour la formation, mais également pour l'expertise à distance. Donc, je suis effectivement chirurgien cardiaque, mais ce n'est pas pour la chirurgie cardiaque que je fais ça. Ça va être surtout pour, attends, j'ai le temps de me connecter, surtout pour montrer comment on va former pas seulement les chirurgiens, mais également les infirmières à tout moment. Là, je suis en train d'allumer mon casque de réalité mixte, donc il a été éteint. Je vais me connecter au réseau, parce que là, vous ne voyez pas ce que je fais, mais je vais me connecter à mon téléphone portable. D'abord, je vais regarder si j'ai le Wi-Fi. Donc, si j'ai le Wi-Fi, tout va marcher. Si je ne l'ai pas, ça ne va pas marcher. Donc, déjà, je regarde si mon serveur est connecté. Donc, on va attendre quelques secondes, parce qu'il est en train de rechercher les serveurs. Et le mien n'est pas apparu, c'est-à-dire que normalement, mon petit routeur qui est à côté doit être éteint. Est-ce qu'il est derrière? Participer à l'audio pour parler. Yes. Je reprends. Si ça ne marche pas, c'est pas très grave. J'ai la présentation derrière. La présentation, si j'ai bien compris. Parce que si l'écran n'est pas projeté. Ryan a démarré le gaz. Ah, ça y est. Mais il a réussi. Et maintenant, regardez. Alors, pour l'instant, je vais me montrer. Est-ce que vous voyez quand je tourne? Est-ce que vous voyez que je suis dans le bloc opératoire? Donc, vous êtes à 360 degrés dans un bloc opératoire. Mais non seulement vous êtes dans un bloc opératoire, mais vous voyez sur l'autre écran, il y a Anna, qui est notre cadre de bloc. Bonjour Anna. Bonjour. Et Emma, qui va être mon aide opératoire. On est à Romorantin, presque. Et Anna et Emma vont vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire là, parce que moi je suis ici. Et Anna, donne-moi les porte-aiguilles, s'il te plaît. Là, j'ai une pince à disséquer. Tu peux la reprendre dans ma main? Reprends-moi la pince à disséquer d'abord, s'il te plaît, parce que j'ai un micro dans l'autre main et j'ai du mal à prendre les deux instruments. Qui veut me tenir le micro? Voilà. La porte-aiguille, s'il te plaît. Allez. Ah, ma main est perdue parce que je suis trop loin. Tu veux t'avancer un petit peu? Approche-toi. Ouais, je ne peux pas me rapprocher pour l'instant. Voilà. Ah, attends. Je peux attraper la place virtuelle. Tu peux la passer à Emma, s'il te plaît? Ouais. Ah, voilà. Ryan, merci. Hop là. Tiens, Ryan. Tu peux me redonner... Voilà, parce que je suis un peu loin de mon écran et de mon champ de vision, mais tu vas me repasser également la pince à disséquer. Je l'ai mis à l'envers, tiens, je vais la reprendre du bon côté. Voilà. Et donc, normalement, là, j'ai une vue opératoire avec laquelle je peux travailler. Tu peux donner des instruments à Emma pour qu'elle m'aide un peu? Emma, elle a déjà ses deux pinces à disséquer, je viens de lui donner. On ne la voit pas sur l'écran, du moins pas moi. Donc, donne-lui des ciseaux, peut-être. Alors, là, la pince à disséquer. Donne-lui des ciseaux. Et voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire de l'enseignement comme ça à distance. Ça, c'est par exemple pour aider, pour travailler avec l'instrumentation, pour expliquer une technique ou pour reproduire une technique directement dans notre champ de vision. Parce que là, je vois une opération sur le cœur et je pourrais presque la mimer et me superposer avec mes instruments en 3D dessus. Tiens, Ryan, tu peux reprendre ma pince? Attends, je vois ma pince. Vas-y. Elle est là. Tu peux la reprendre, s'il te plaît? Merci. Tiens, je te rends le porte-aiguille. Donc, on peut interagir avec des éléments en 3 dimensions. On peut arriver à se passer. Alors, imaginez que c'est un scanner, imaginez que c'est une planification opératoire, imaginez que c'est une revascularisation. Et tout ça, c'est de la 3 dimensions. Vous la voyez en 2D sur un écran, mais moi, je vois tout en 3 dimensions, comme si j'y étais. Donc, je me retrouve à quelques kilomètres. On l'a fait la semaine dernière de Montréal. Mais là, c'est extrêmement bien. Et tout ça avec un téléphone portable, avec un petit casque qui est tout simple, et avec une reproduction
de la réalité dans la réalité. C'est-à-dire que si c'était une vraie opération à ce moment-là, avec mon casque et ma caméra frontale, eh ben, je verrais mon champ opératoire, moi je serais en train d'opérer, et mon expert à distance pourrait venir superposer ses mains sur mes mains, ces instruments qui auraient été modélisés de la même façon que ces instruments, qui pourront reproduire exactement le geste qu'on voudra faire, et tout ça en temps réel. Je vais vous laisser, je vais commencer à faire mon topo. Merci Anna, merci Emma, merci Ryan, et merci à toute l'équipe des ingénieurs du labo. Merci beaucoup. Merci à vous, hein, vous êtes top. Voilà, donc ça c'est juste une petite idée en live. Alors vous avez vu que c'est pas toujours simple parce qu'il faut allumer juste le téléphone et juste arriver sur le serveur. Maintenant je vais partager mon écran, je vais essayer maintenant d'arriver à ma présentation, parce qu'il y a encore une autre... Pascal, tu vas m'aider, Pascal. Un autre challenge. Voilà. Le casque, là, s'appelle le Lynx. C'est pas commercialisé, c'est en études. C'est en recherche et en études scientifiques. Où est-ce que mon truc là? Tu peux me remontrer sur mon... hors Zoom et, on doit garder le Zoom ou pas? Oui. Alors vas-y, alors mets-moi de côté. Et ma présentation s'appelle Académie de chirurgie 2025 sur mon écran. Voilà, Académie de chirurgie 2025. On va voir si ça passe là. Partager l'écran. Ouais, parce que là, il y a tout. Heureusement qu'il est là, Pascal. Hein, parce que, il y a 50 manœuvres à faire pour arriver à vous projeter ce que je vois moi. C'est pareil que tout à l'heure, on va dire. Vous pouvez partager l'écran. C'est bon. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est celui-là, non? Ouais. En grand. Ici, là. Non, c'est le PowerPoint. Je suis en train de partager. Je ne le vois pas. Sur l'écran, sur l'écran. Je vais essayer d'ouvrir d'abord. Voilà. Et là, j'allume sur Zoom. Et je partage. Non, il y en a deux Zoom en fait. Pourquoi tu es en Zoom? Si ça passe par le Zoom, son ordinateur. Partager. Et puis ça Et voilà. Mais là, il va me faire une présentation PowerPoint. Voilà, c'est bon, y arriver. Présentation PowerPoint. Oui, normalement, c'est ce que je voulais faire, mais il m'a dit qu'il fallait faire en Zoom. Oh là là, le plus simple, c'est que tu parles ici, tu auras un micro là. Ouais, mais il aura pas la main sur son on va pouvoir ordinateur. passer. Ah bah je peux le passer là, non? Non? Non, non. Ah bon, ok. bon, ok, c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc voilà, ce que je vais parler, c'est des réalités alternatives et de la téléportation, et tout ça pour la formation chirurgicale. Donc vous avez vu un petit aperçu. D'ailleurs, c'est sur l'université qu'on fait ça avec l'INSERM et bien sûr, puisqu'on est à l'hôpital à Paris, à l'hôpital Bichat avec la PHP, on a créé ce qu'on appelle un LabCom Lynx, c'est la réalité augmentée en chirurgie, vous pourrez scanner tout à l'heure. Je suis consultant chez Dassault Systèmes, ce qui me permet d'avoir aussi des nouveautés assez secrètes, parce qu'ils avancent beaucoup. Et dans la logique, là-dedans, il y a beaucoup de choses. 2022, j'avais rencontré il y a 6 ans, 7 ans, Stan Larocque, qui était le CEO de Lynx Medical, c'est le casque sur lequel on utilise, et il avait 24 ans, une petite start-up, un casque de réalité mixte français. Il me demandait à quoi ça sert, je ne savais même pas ce que c'était que la réalité mixte, et je lui ai dit ça doit servir, viens au bloc avec moi. Il est venu au bloc avec moi, et on a développé justement tout un projet de recherche sur la réalité augmentée en chirurgie. Ça a plu beaucoup à l'Agence nationale de la recherche, ils nous ont permis de créer le laboratoire, le LabCom Lynx, sur la réalité augmentée en chirurgie. C'était la première étape. Deuxième étape, c'est la passation de pouvoir pour la chaire UNESCO d'anatomie numérique. Notre doyen qui met bien mon casque me dit pourquoi tu ne prends pas la chaire UNESCO, et il y avait Jean-François Hull, heureusement, parce que je ne suis pas anatomiste du tout, hein, je suis un peu chirurgien, mais pas anatomiste du tout, et Jean-François a repris avec moi cette chaire UNESCO avec Salma Elbati, qui est chirurgien vasculaire, qui elle est anatomiste, et on a repris la chaire UNESCO. On essaye de la développer, et justement, on a les orateurs précédents travaillé là-dessus. Puis, on a eu une équipe INSERM, biomatériaux et technologies immersives, sur le sujet.
et maintenant avec l'université, une plateforme de pédagogie immersive, pas seulement pour la santé, mais également pour les sciences humaines, Institut de neuropsychologie et même les planètes, l'Institut de physique du globe de Paris. Donc on a monté cette plateforme de pédagogie immersive pour la formation de toutes les spécialités. Alors qu'est-ce que c'est que les technologies immersives d'abord ? La réalité virtuelle, là on est en immersion dans un monde virtuel. Là on n'était pas dans un monde virtuel, on était dans un monde réel. Et on va parler de réalité augmentée. Et dans cette réalité augmentée, on va intégrer des éléments en 3 dimensions dans cet environnement réel. Donc, qu'est-ce que c'est, par exemple? Là, vous avez un cœur, on voit une artère interventriculaire antérieure, et il y a une main qui va me montrer exactement où est l'artère interventriculaire antérieure que je voudrais rechercher. Ça, c'est l'intégration de l'élément 3D, c'est cette main en 3 dimensions qui vient dans mon champ de vision. Mais on va aller plus loin parce que la réalité augmentée, c'est bien, mais la réalité mixte, c'est mieux. On va interagir avec les éléments 3D. C'est ce que vous avez vu avec les instruments. C'est ce que vous pourrez voir avec Visible Patient qu'on pourra mettre dans notre champ de vision lorsqu'on fera une opération. C'est la réalité mixte. Pour cette réalité mixte, on a entendu parler du Quest 3, du Quest 2, de l'HoloLens et du Visio Pro de Apple. On a d'autres standards, on a peut-être des machines chinoises qu'on ne connaît pas encore. Mais il y a surtout une seule start-up européenne et une seule start-up française qui développe. C'est le petit casque que j'avais sur la tête quelque part. C'est le Lynx. C'est le Lynx, et ce casque-là va peut-être permettre de former les chirurgiens ou former les infirmières de façon un peu différente. Alors peut-être qu'on ne va plus être avec nos loupes et notre lumière frontale, on va peut-être être avec des gros casques pour apprendre à opérer. Première étude qu'on avait fait, c'était on rentrait dans la salle d'opération. Tout ça, c'est que de l'expérimental. Je n'ai jamais voulu le faire et passer dans le TF1 pour montrer que je peux le faire aussi chez un homme, mais pour l'instant, c'est que du mannequin. Et quand on met notre casque, eh ben, on va interagir. Là, vous allez voir un modèle qu'on a pris sur Internet de cœur, mais ça pourrait être très très bien les modèles 3D de Visible Patient ou autres, qu'on peut interagir, qu'on peut disséquer, on pourra voir un peu tout ce qu'on veut. Là, c'était il y a 3 ans qu'on faisait ça, mais on s'amuse. On peut mobiliser le cœur, on peut l'intégrer dans notre champ opératoire. On peut voir, le manipuler. Vous venez de voir la première transplantation numérique du cœur en direct, en quelques secondes. Et on peut également voir ce qu'on doit voir dans le casque, c'est-à-dire notre imagerie. Là, c'est de la 2D, on va mettre une coronarographie, on va se passer du moniteur, on va le mettre sur notre écran. On va prendre une autre image de la coronarographie pour faire de la navigation opératoire et on va le mettre sur notre organe pour voir les vaisseaux. Ça, c'est encore que la 2D. On est en train de travailler sur les éléments et de la fusion 2D, 3D pour arriver à intégrer exactement à l'échelle de notre organe ce qu'on veut voir et le superposer à notre organe, ce qui est très pratique quand on a des artères masquées, dans de la graisse, dans du muscle, dans d'autres rapports anatomiques qu'on a envie de connaître. Donc ça, c'est ce qu'on faisait il y a 3 ans. Donc le casque qui permet de voir toute l'imagerie. On peut changer en cliquant à chaque fois. Vous voyez que le casque aussi, c'est pas de l'immersion complète, parce qu'on voit à droite, on voit à gauche, on peut lever la visière. On n'est pas en immersion complète comme les autres casques, et c'est peut-être aussi très intéressant. Alors pour un chirurgien, qu'est-ce qu'on veut? D'abord, on veut reproduire la gestuelle, et vous avez vu qu'on peut manipuler. On peut digitaliser nos mains, et quand on digitalise nos mains, on peut attraper des objets avec une très grande précision. C'est ce qu'on appelle le hand tracking. On peut également, à distance, aider quelqu'un. Là, c'est juste apparaît un ordinateur, je suis à distance, et mon assistante, Yutiline, va me montrer comment je dois luxer ma petite maquette de cœur, ou comment je pourrais exposer mon organe. Et ben, elle met ses mains sur son ordinateur pour m'expliquer, elle m'explique le mouvement, et moi, j'ai juste, une fois que j'ai bien compris, elle me l'a fait 3-4 fois, une fois que j'ai bien compris, je reproduis le mouvement. Elle peut faire de l'assistance à distance de cette manière-là. Après, on a compris qu'on peut se servir de ses mains quand on est chirurgien, mais en fait, ce n'est pas les mains travaillent, mais elles manipulent un instrument. Et donc, il faut modéliser nos instruments et on les reproduit en 3 dimensions. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser nos instruments à l'identique, en 3 dimensions, pour pouvoir servir. Là, vous voyez, le bistouri, on sait ce que c'est. Tout à l'heure, on va manipuler des ciseaux. On va pouvoir manipuler nos instruments à distance ou directement dans notre champ de vision pour pouvoir apprendre à les utiliser, comment on les prend dans la main, comment on va s'en servir. On va faire les premiers gestes comme ça, de façon la plus simple possible. On peut ouvrir, fermer et apprendre. Alors, ce qu'on a dit également, c'est que est-ce qu'il y aura assez d'experts, est-ce qu'il y aura assez d'enseignements, comment on va pouvoir multiplier les cas d'usage. Alors pour ça, il y a un autre outil, mais il va être déjà modifié parce que là, on va reproduire en hologramme nos avatars. Tout à l'heure, vous avez vu des avatars de dessins animés, mais là, les meilleurs avatars, c'est quand même nos hologrammes, c'est nous-mêmes qui sommes numérisés.
Comment on fait? C'est un studio d'holographie qui va nous filmer. Il y aura d'autres méthodes plus modernes. Ces hologrammes vont permettre de transformer notre corps en hologramme en 3 dimensions. Je mets mon casque, je rentre dans ma salle d'examen, dans mon laboratoire, et je me vois en train d'opérer ou faire un nœud, et j'arrive à reproduire. Je peux accélérer le mouvement de mon avatar, je peux le ralentir, je peux reproduire, je peux mettre sur pause quand je n'ai pas compris un mouvement, et je peux apprendre de cette manière-là grâce à mes hologrammes qui sont des hologrammes réels. Et vous voyez que derrière, c'est la réalité. Je suis dans l'endroit dans lequel je travaille et je vois la réalité. Alors ça peut être un enseignement, par exemple, on peut le refaire. Alors quand on fait ces hologrammes-là, pour l'instant, on n'est pas en temps réel, c'est que de la formation et ça peut être en temps différé. Là, je veux apprendre à défibriller, peut-être qu'une infirmière, je veux lui apprendre à donner stérilement quelque chose, donc elle va montrer, et quand on va tourner autour de ces hologrammes, on va les voir sur toutes les faces, on peut tourner, on peut se superposer et on peut se mettre directement dans l'hologramme. Voilà un peu les modèles, et après ce qu'il fallait c'est reproduire l'environnement réel, c'est-à-dire le bloc opératoire, et se téléporter dans ce bloc opératoire comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors comment on fait? C'est très simple, se téléporter dans le bloc opératoire, c'est une caméra à 360 degrés, c'est cette petite boule ronde qu'on a mis dans le bloc opératoire. On peut en mettre 3, on peut en mettre 4, de façon à être dans chacun des postes possibles, et on va naviguer dans le bloc opératoire à 360 degrés, et avec notre petit casque, on va rentrer, Romorantin c'est possible, on va rentrer dans notre bloc opératoire même s'il est à distance. Et là, vous allez voir, ça c'est dans le laboratoire d'anatomie de Poitiers. Je veux voir une dissection, je veux voir de l'anatomie, parce que je veux connaître l'anatomie, mais je n'ai pas toujours accès au corps, et je voudrais savoir comment on fait pour disséquer. Alors moi, je prends ma caméra 360, je la mets à côté de mes opérateurs, j'ai ma petite bulle, et hop, je rentre à côté d'eux alors que je suis à distance. Je vais me balader autour de la table d'opération, je vais regarder exactement ce qu'ils font, je vais avoir une visibilité de ce qu'ils sont en train de disséquer, mais également une visibilité de tout le laboratoire. Et en se promenant avec mon casque, je vois pratiquement tout ce qu'il faut. C'est le laboratoire d'anatomie de Poitiers, et on est en train de voir un petit peu la dissection anatomique alors qu'on est à distance. Alors, on est rentré dans le bloc opératoire, on a compris qu'on pouvait se déplacer à tout moment grâce à notre caméra 360 et grâce à notre casque de réalité mixte, et on va pouvoir se dire, maintenant, moi je les vois, mais je veux aussi rentrer, je veux travailler. Et là, on va téléporter nos avatars dans cet univers à 360 degrés. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est rentrer dans le bloc opératoire. Mon avatar rentre dans le bloc opératoire. Alors, ils peuvent me voir s'ils ont un casque, ou ils peuvent me voir sur l'écran qui est derrière eux ou devant eux, et ils peuvent voir que mon avatar est là en train de faire le guignol pendant qu'ils sont en train de travailler, mais on peut le faire. Après, je peux me téléporter à tout moment. Je me téléporte dans le service de chirurgie cardiaque. Il n'y a pas le son, mais là je dis que je suis dans le laboratoire. Vous voyez que je suis dans le laboratoire. J'ai mon avatar qui est en face de moi, et mon avatar va se promener dans le bloc opératoire. Ça, c'est la première étape. Donc il y a Erwan qui fait un signe, on le reconnaît avec son tatouage, et c'est un ingénieur qui travaille avec moi. Il y a 6 ingénieurs qui travaillent, et 37 étudiants informatiques qui travaillent également sur des projets dans le laboratoire. Donc là, je viens de me téléporter dans le bloc opératoire, je suis en temps réel, et je vois exactement ce qui se passe, alors que je peux inspecter. Mais bon, le bloc opératoire, ça m'intéresse, mais je préférerais aller en réanimation. Et là, c'est simple, je vais rentrer dans mon casque, je vais retourner sur mon logiciel dans le casque, et je vais juste cliquer, toc, toc, je change de caméra 360, un petit geste, c'est ce que je faisais tout à l'heure que vous ne voyez pas. Et hop, là je me retrouve dans le couloir de la réanimation dans quelques secondes. Et je suis en réanimation, je suis passé du bloc en réa, je peux voir le suivi de mon patient, je le vois naturellement, je peux marcher dans mon bloc, je peux regarder. Mon avatar est là, comme moi je suis dans mon laboratoire, je n'ai pas besoin, donc ça veut dire que je pourrais opérer dans mon bureau dans très peu de temps. Voilà, la consultation, c'est la même chose, donc j'ai peut-être pas besoin de vous refaire la leçon. Là, je suis toujours dans le labo, mais je veux voir mon bureau. Voilà, ça, c'est mon secrétariat à Bichat. Je me balade, ça, c'est les couloirs. À côté, il y a une salle de consultation, et je vais vouloir rentrer dans la salle de consultation. Et on peut se promener à tout moment. Donc, à tout moment, voilà, il y a personne qui attend. Et comme moi, je veux voir la consultation et je veux être expert pendant la consultation, parce que s'il y a un problème, je peux être là pour éventuellement aider. Et là, je vais pouvoir donner un petit coup de main à la personne. Je change de caméra, je vais rentrer dans la salle de consultation. Et je suis dans la salle de consultation. Et pendant qu'ils sont à la consultation, j'écoute, je parle et je discute avec eux.
Après, on est chirurgien, on veut apprendre des gestes techniques par simulation. Ben, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je suis dans le labo, on est en temps réel, on va créer la session, on crée une session. La session me permet de rentrer de choisir mon avatar. Pareil, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Une fois que j'ai choisi mon avatar, il existe. Je vais rentrer dans la salle d'opération. Toc, je clique. Et une fois que je suis dans la salle d'opération, j'y suis. Et maintenant, je vais mimer cette opération. On retourne en réalité mixte avec une table d'opération virtuelle, mais qui est redimensionnée en 3 dimensions. Elle est trop haute, je vais la baisser. Hop. Je baisse la table, je vais choisir, bon, là j'ai mes instruments d'un côté, j'ai des choix d'opération parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir comment faire par exemple un pontage coronaire. Donc je vais choisir dans ma banque de données l'intervention de chirurgie coronaire, hop, elle est rentrée dans mon écarteur, je vais me prendre une pince à disséquer et un porte-aiguille, et je vais pouvoir manipuler ce porte-aiguille et cette pince à disséquer avec mes mains, en les choisissant sur mon tableau. Alors tout à l'heure c'était la table d'opération, ça c'était une ancienne version, mais quand je tourne, vous voyez, on peut manipuler, on arrive en modélisant les instruments à pouvoir mimer, et là, c'est ce que je disais pour l'expertise à distance, c'est que bientôt, en voyant le champ de vision de l'opérateur qui aura son casque, eh ben, on pourra guider ses gestes à tout moment et pouvoir arriver à soit apprendre de l'opérateur, soit que l'opérateur suive nos conseils en temps réel à tout moment. Voilà, alors le mieux aussi, c'est les infirmières, elles sont très captives, elles adorent ce qu'on fait, et d'ailleurs c'était mes 2 infirmières cadres et infirmières qui étaient avec moi, et bien là, l'infirmière est en train de guider une infirmière qui doit apprendre à instrumenter. Elle doit savoir quel instrument donner à quel moment de l'opération, et donc elle est en train de la guider, on n'a pas le son, mais elle lui dit, bon, bah là tu donnes tel instrument parce que c'est tel temps opératoire, et tu vas pouvoir être guidé. À un moment, elle voit que l'infirmière croise les mains, elle a dit, t'as vu, t'as mal donné tes instruments, et c'est de cette façon-là qu'on peut enseigner à distance, sans être au bloc opératoire, sans la pression de l'intervention, et pour l'apprentissage également des infirmières, je pense que c'est une donnée qui est très très importante à saisir, parce que le nombre d'infirmières qui peut être concerné est énorme par rapport à celui de chirurgien. Alors, accès illimité dans des environnements à distance, surtout dans des salles de bloc opératoire que beaucoup d'étudiants n'ont jamais fréquentées pendant tout leur externat. Beaucoup d'infirmières n'ont jamais osé venir comme instrumentistes ou comme infirmières de bloc opératoire parce qu'elles ont peur de l'ambiance du bloc opératoire. Donc là, elles ont un accès illimité, elles peuvent venir à tout moment. On peut leur donner des nouvelles méthodes de formation. On peut les mettre en situation et leur créer des cas d'usage pour leur apprendre certaines choses. On peut planifier des interventions. Et là, on est dans une immersion réaliste lors des simulations. Mais également, on peut être par une assistance à distance par un expert. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et j'espère vous avoir convaincu. Quelques questions rapides pour Patrick. Là, on a encore changé de dimension. Micro, monsieur. Oui, c'est fascinant. Mais j'ai juste une question. Pourquoi s'arrêter à cette phase où on a besoin du chirurgien? Alors, exactement. Comment j'ai eu ma bourse à la Non, c'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'hologramme se superpose, et que ça veut dire que l'intelligence artificielle qui est à la base de tout ça a intégré tous les mouvements des chirurgiens en situation réelle et ne fait que les reproduire par l'intermédiaire d'un hologramme. Bon, mais dans la mesure où on a toutes les données mécaniques, etc., on peut parfaitement asservir un robot mécanique à reproduire à la place de... il n'aura pas forcément une forme humaine, c'est le problème des robots humanoïdes ou pas. Mais on n'a plus besoin de... Pourquoi on va s'acharner à faire une transmission à distance et pas simplement... Voilà. Bon, alors, il y aura probablement une étape où ça sera intermédiaire, c'est-à-dire que la machine va travailler, et puis il y aura vaguement un chirurgien humain. On se demande comment il fera pour prendre la main s'il n'est pas sur place et s'il n'est pas formé pour corriger, mais bon, c'est une autre question. Et je voulais vous demander si vous aviez commencé sur des êtres vivants, pour ne pas parler des hommes, puisque vous nous aviez dit que jusque-là c'était que des mannequins, mais les mannequins c'est inerte. Est-ce que vous avez fait sur des animaux de laboratoire ou des vétérinaires ou je ne sais pas quoi, pour se mettre en situation réelle? Et est-ce que vous avez eu des incidents de parcours? Il y a plein de questions là. Oui, mais la situation est complexe. Mais c'est pas complexe. Non, parce que en fin de compte, si j'ai eu des sous pour arriver à monter ces laboratoires et créer ces travaux assez rapidement, en fait, parce que c'était en...
il y a quelques années. C'était en 2008 quand je suis arrivé à Jussieu où il y a un laboratoire d'intelligence artificielle et de robotique. Je leur ai raconté, je dis, pour le futur, on va arriver à reproduire le mouvement des chirurgiens, on va avoir la vision de ce que voit le chirurgien, on va intégrer ça dans une base de données majeure avec toutes les opérations qu'on peut faire. Une fois que nos ordinateurs auront compris comment apprendre, comment récupérer ces données, on pourra créer des algorithmes qui remplaceront le chirurgien. Et si on remplace le chirurgien, on va faire un robot à la place. C'est comme ça que j'ai vendu l'affaire et c'est comme ça que j'ai eu beaucoup d'argent. Mais pas pour moi, hein, pour les laboratoires. Donc l'idée qu'on dit, c'est que c'était l'étape ultime du projet. Mais il faut passer par étapes parce qu'on n'en est pas là. Là, vous avez vu juste des balbutiements de ce qui est... On est dans la préhistoire de ce qui va se produire. Donc ça, c'est que le premier point. Mais l'idée est bonne, oui, c'est la robotisation et c'est la disparition du chirurgien. Si je dis ça à mes assistants, ils font la gueule. Je ne sais pas si l'idée est bonne. Je n'ai pas dit qu'elle était forcément bonne. J'ai dit, est-ce que c'est l'ultime? Parce que vous dites, finalement, etc. Comme si, de toute façon, c'était quelque chose qui est favorable. Moi, je me pose toujours la question dans tous ces progrès, c'est est-ce bon pour les patients, pour tous les patients, et est-ce bon aussi pour le chirurgien? Bon, si c'est pour aujourd'hui, je préfère le chirurgien. Si c'est plus tard, on va voir. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, qui était complètement vrai, c'est l'expertise à distance. C'est le senior qui n'a pas l'habitude de faire une opération parce qu'elle est nouvelle, ou c'est parce qu'on a une device nouvelle, un nouveau matériel qu'on doit utiliser et qu'on a envie d'apprendre. Plutôt d'avoir un proctor, moi j'ai été proctor dans tous les pays du monde, plutôt que d'être derrière en train de dire tu prends comme ça, je reste dans mon bureau et je dis exactement comment il doit utiliser son matériel ou comment il doit faire son intervention. Moi, je vous félicite, professeur Nataf, j'aime beaucoup, parce que j'ai déjà vu ça. J'aurais une question après, mais je voulais juste, pour résumer et faire un petit commentaire, pour la formation, l'intelligence artificielle, etc., ça existe déjà, hein, la simulation, ça existait dans le domaine aérospatial, et avec les pilotes, donc rien de nouveau. Ça accélère la formation, ça amène une expertise, et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un facteur humain derrière, donc il y a le chirurgien qui est là. L'application en chirurgie, elle est assez récente. Alors moi, j'ai eu la chance de visiter une académie qui a été faite, c'est en Irlande, c'est le Royal College of Surgeons of Ireland, qui a été créé en 2017. D'ailleurs, j'incite Bichat et vous, Monsieur Nataf, de se mettre en relation avec le professeur Oscar Trainer, qui a créé cette académie pour accélérer la formation des chirurgiens, parce que, pareil qu'en France, au Royaume-Uni et en Irlande, il y aura de moins en moins de chirurgiens et ils faisaient face à des chirurgiens en manque. Donc il fallait accélérer la demande de formation et de dire qu'il fallait les former comme on formait un astronaute. En 3 mois, on pouvait devenir astronaute. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Donc il fallait créer ça avec les meilleurs experts et former les nouveaux chirurgiens, couplés avec le mentorat, l'académie et les professeurs. Il a créé cette académie, nous a présenté les résultats en 2023 et il faut voir que l'expertise est vraiment... On voit les résultats. Donc ça existe déjà en formation accélérée. Je dis bien formation accélérée et c'est toujours couplé avec l'humain. Donc moi, je ne peux qu'abonder dans ce sens tant qu'il y a un mentor derrière. Donc ça, c'est très bien, et effectivement, comme les proctors, opérer en distance ou aider l'expertise. La seule question que j'ai à vous poser, c'est l'histoire des casques. Parce que moi, la limite des casques, pour les avoir testés, je ne sais pas, mais au bout d'1 heure, on a la nausée, hein, on a envie de vomir. Je suis désolée, je ne sais pas si ça vous arrive. Je ne connais pas le Lynx, mais les HoloLens et les autres, on ne peut pas, d'ailleurs, ils le recommandent, on ne peut pas le garder au-delà d'1 heure, d'1 heure et demie. D'ailleurs, il le déconseille parce que des fois, ça peut même générer peut-être des micro-épilepsies, etc. Alors, ma question avec vous, c'est, je ne connais pas le Lynx, je ne sais pas s'ils sont plus performants, et comment vous intégrez ça dans les futures formations, sauf si ce sont des micro-formations à chaque fois. Mais en tous les cas, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Et franchement, je vous conseille de se mettre en relation avec la Royal Academy of Surgeons of Ireland de Dublin. Ouais. Oui, merci beaucoup. Merci pour la... Moi, oui. Monsieur Bouillot. Je suis désolé, j'ai rien compris. Bah, je le savais. Je m'y attendais.
Parce que il faut une caméra dans le bloc opératoire pour qu'il y ait l'avatar. Donc la caméra, elle est au-dessus du champ. 360. Alors, j'ai vu qu'il y avait des boules, mais elles n'étaient pas du tout dans le champ. Non, il y a deux choses différentes. C'est vrai que tu n'as pas tous les secrets, et c'est pour ça que tu n'as rien compris, mais je vais te l'expliquer très simplement. La petite boule noire, c'est 8 caméras. C'est ce qui permet de voir en 360 degrés que tu peux mettre vers l'anesthésiste, vers l'infirmière, vers les chirurgiens, et tu vois comment ils interagissent entre eux, c'est dans l'organisation elle-même du bloc opératoire. Après, pour avoir la vision du champ opératoire, c'est soit ce qui est filmé dans le casque et qui est reproduit, que tu vois à distance, parce que là, ce que moi je voyais, c'est ce que les gens voyaient également à distance, on voyait la même chose, ou alors tu as une caméra, et on est en train de travailler sur des caméras stéréoscopiques, qui permettent de voir en 3 dimensions ton organe, indépendamment, si tu n'as pas de casque, indépendamment, tu vois juste la vue opératoire. Et la caméra stéréoscopique, elle est où dans le bloc? Elle est au-dessus du... Mais le chirurgien, il est dans son bureau, alors je comprends pas. Non, le chirurgien, il voit ce que la caméra regarde dans le champ opératoire. Ouais, je suis un peu paumé, je le reconnais. Bah ouais, mais c'est trop compliqué. Je vous... Non, mais je t'expliquerai tranquillos, tu vas voir. Voilà. Je te mettrai le casque et tu vas comprendre. Je vous remercie. Votre présentation est très intéressante. Mais vous ne pensez pas que cette abstraction entraîne une certaine lassitude, tout de suite après avoir la joie de la découverte? Oh là là, c'est formidable. Le fait de confronter à l'abstraction des images qui bougent, dans lesquelles on s'introduit, desquelles on fait partie, alors que la chirurgie, c'est pas ça du tout. La chirurgie, c'est la confrontation au réel. Nous avons tous été formés, pratiquement, en regardant opérer nos maîtres et en se faisant aider par nos maîtres. C'est fondé sur l'observation, la mémoire et les fameux neurones en miroir, tels que personne n'a jamais vu, mais qui est une théorie, permettent d'apprendre de façon très concrète, sans passer par ces abstractions. Le problème, effectivement, c'est que on peut moins former de gens. Ça permet de diffuser beaucoup la méthode d'enseignement. Mais est-ce que les résultats sont à la hauteur de ce que la méthode propose? Moi, je ne connais pas du tout ce que vous faites, je découvre. Mais personnellement, j'aurais aucun intérêt à faire ce que vous faites là. Aucun. J'ai appris à opérer en voyant les autres opérer et j'ai la prétention d'avoir su opérer. Et donc, je me permets de poser cette question. Est-ce que ce projet, tel qu'il est, vous avez dit qu'il va évoluer, mais tel qu'il est, il a un avenir? Alors, chacun croit ce qu'il veut. Moi aussi, j'ai appris à opérer comme vous. J'avais pas de casque, j'avais rien. Jean-Luc Bouillot, il peut me le dire. Il m'a viré du champ opératoire 50 fois déjà. Il m'a dit, t'es pas bon, tu vas arrêter. Bon, j'ai changé de spécialité, ça a été. Jean-Luc ne parle pas comme ça. Non, si. Il m'a laissé sur des varices que j'arrivais pas à faire. Je peux vous dire que je m'en rappellerai toute ma vie. Donc, oui, j'ai été formé comme ça, à la dure. On a appris par compagnonnage, on a appris geste par geste, on s'est formé intellectuellement, mais on était mort de trouille à chaque fois qu'on commençait une opération. Je pense qu'au point de vue cognitif, c'est quand même plus sympa de rentrer dans un monde qu'on connaît déjà à peu près et d'avoir une gestuelle qu'on a déjà apprise. Alors tout à l'heure, on m'a parlé d'expérimentation animale, j'aurais dû répondre, oui, effectivement, on apprend de différentes manières. On peut lire les livres, mais le livre d'anatomie par rapport à l'anatomie en 3D dans le casque, il n'y a pas, le Rouvière, c'est rien à côté. On balance. Les rapports anatomiques, c'est simple. On a 3D, on voit tout de suite les rapports, on n'a pas besoin de tourner les livres les pages du livre. Ça, c'est le premier point. Après, on arrive sur l'enseignement de la médecine elle-même et sur la capacité de s'intégrer dans un environnement. Là, c'est encore plus facile parce qu'on y est sans y être et on ne se fait pas engueuler. Première fois que je suis rentré dans un bloc, pareil, je me suis fait virer parce que je me suis mal lavé les mains et je me suis déstérilisé 3 fois. Mais ça aussi, on peut apprendre. Non, mais attendez, c'est la vie qu'on a tous vécue. Oui. Voilà. Après, bon, je ne vais pas dire que je suis un mauvais chirurgien. Pareil, j'ai quelques petites expériences chirurgicales. Bon, alors, on est tous pareils. On a tous appris de la même façon. Ça a été difficile.
ça a été plus ou moins laborieux en fonction de chacun. Il y en a qui sont plus doués que d'autres. Moi, je n'étais pas dans les doués, mais j'ai appris. Et je dis que cette méthode-là peut aider initialement. Ça ne va pas remplacer les mannequins, ça ne va pas remplacer l'expérimentation animale, ça ne va pas remplacer le compagnonnage, ça ne va pas remplacer notre expertise chirurgicale et notre possibilité de prendre des décisions à tout moment. Donc, je ne dis pas qu'on remplacera le chirurgien, je dis qu'on peut aider à la formation du chirurgien. Voilà, c'est tout. Mais après, c'est très humble comme raisonnement. Dernière question, parce qu'ils sont sans être en retard. Dernière question. En chirurgie, nous sommes des spécialistes permanents de la gestion des risques. Moi, une chose qui m'a frappé dans ce que vous voulez dire, c'est qu'on abordait chaque intervention, formé à avec le stress avant chaque... Mais heureusement qu'on avait le stress avant. Ça voulait dire qu'on s'investissait sur le plan humain, philosophique, du risque qu'on faisait prendre. Mais vous croyez... Alors si on forme des chirurgiens maintenant qui vont y aller à la fleur au fusil en disant « Pouh, la machine est absolument... » Et j'ai plus peur. Mais on va former... Ça veut dire que les meilleurs chirurgiens, enfin s'il en existe encore, seront actuellement les meilleurs en jeux vidéo, quoi. Qui va avoir envie d'être chirurgien au sens de l'humain chirurgien, je veux dire. Vous avez beaucoup de jeunes. C'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qui en ressort. Est-ce qu'on n'a pas un problème dans l'attractivité de la chirurgie? Est-ce qu'on n'a pas un problème? Peut-être qu'il y a un problème et peut-être que les jeunes, ils auront peut-être envie de se former différemment. Mais peut-être que pas. Tout à fait. Pas dire que j'ai raison. Je dis que là, on propose quelque chose qui est nouveau, qui peut être attractif. Alors pour les infirmières, ça marche à 1000%. Mais ça fait longtemps que j'ai renoncé de vouloir enseigner à des chirurgiens. Ils savent déjà tout. En tout cas, vous l'avez dit, c'est un problème de génération. Exactement. Voilà. Alors, je voulais juste une petite remarque sémantique. Téléportation, j'ai regardé, il y a téléportage dans le dictionnaire. Mais est-ce que téléportation... Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Mais c'est juste pour dire qu'on attend que vous atteigniez la perfection. Bravo. Et Patrick est presque parfait déjà. Donc Non, merci Patrick. Non, bien sûr. Bravo, merci beaucoup.